Accueillir aujourd'hui Marc-André Selosse de l'ISIEB pour un temps d'échange sur BioG, sur donc une fédération pour remettre les sciences du vivant au cœur de questions sociétales. Et je vais céder la parole à ceux qui sont les plus impliqués. Alors oui, parce que finalement, c'est un peu le muséum qui est aussi derrière ça. Et bon, donc pour une fois, ce ne sera pas, je pense, un séminaire de recherche, mais plutôt autour de quelque chose qui est quand même au cœur de nos fonctions, c'est de savoir comment on peut pousser l'histoire naturelle, pour parler d'un terme que nous autres on comprend, vers la société. Alors j'ai préparé quelques images pour vous parler de BioG et de son histoire, mais je vais essayer d'être assez court, de façon à laisser le temps à une discussion après ça. Et donc je vais partager avec vous ces quelques images que je vous ai préparées. Voilà, déjà le logo. Alors, la Fédération BioG, donc elle a pour sous-titre « Des sciences pour la société ». Je voudrais vous parler un petit peu de l'histoire qui mène à cette fédération. Agnès, tu gères les arrivées, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Bon, on les gère un peu, c'est pas grave. Donc, historique et composition. Alors, il y a un site web où vous pourrez en découvrir plus sur nous. Mais par rapport à ça, le cœur de BioG, c'est l'idée de réunir l'ensemble des sociétés scientifiques et des institutions qui s'occupent de biologie et de géologie, et plus généralement d'histoire naturelle, pour défendre en quoi nous pouvons apporter dans la vie des gens, dans leur formation initiale, mais aussi pour des décideurs, des journalistes et simplement des citoyens, comment nos disciplines sont devenues centrales finalement dans la vie moderne. Alors l'historique, c'est que nous avons une assemblée fondatrice le 9 octobre 2019, puis le dépôt des statuts a été dur parce que c'est une fédération de sociétés où peuvent adhérer des particuliers s'ils le veulent, mais sans prendre part au vote à l'Assemblée. Bon, bref, ça a été un bordel pas possible avec la préfecture de Paris. Moi, j'ai claqué 4 000 € du labo, de mon équipe, pour des conseils juridiques, et finalement, on a réussi à déposer nos statuts le 4 août 2020. Donc, vous voyez, ça a un petit peu traîné de ce point de vue-là. Mais il faut comprendre que ça, c'est la suite d'une histoire qui est plus ancienne. Cette histoire qui est plus ancienne, c'est que lorsque s'est profilée la réforme du lycée, en fait la réforme du bac, mais qui avait en planque derrière elle une réforme du lycée, on a très tôt été alertés au muséum, notamment Guillaume Lecointre et moi, d'un risque de suppression des sciences de la vie et de la terre du tronc commun en première et en terminale. Ça n'a pas manqué, la suite de l'histoire, c'est que maintenant il existe 2 heures de sciences avec l'informatique, les maths, la physique-chimie et les SVT mélangés dans le tronc commun, mais il n'y a plus de SVT en tant que tel. Alors, cette histoire-là, elle commence en 2018, et en 2018, après avoir rencontré Bruno David, Guillaume et moi, on commence à fédérer des institutions de recherche, surtout des institutions de recherche, CNRS, INRA, Muséum, l'Académie des sciences, pour demander d'être reçus au ministère. On est tout de suite reçu chez le Premier ministre parce que j'ai un copain qui est au cabinet, et par contre, au ministère de l'Éducation nationale, il faudra un coup de gueule de Catherine Bréchignac auprès de Blanquer, qu'elle connaît bien, pour qu'on daigne simplement nous répondre. Ça a été assez violent. En gros, on a aussi envoyé des courriers à plein de députés, notamment en charge de questions d'éducation et de société, et on ne nous a jamais répondu. C'est-à-dire qu'il y avait là tous les instituts de recherche, il y avait le BRGM, le CIRAD, l'IRD, et on ne nous a pas répondu. C'est pas qu'on ne nous a pas reçus, c'est juste qu'on ne nous a pas répondu. Aujourd'hui, quand l'ensemble de la recherche française interpelle, et c'était sous la plume de Bruno David, les politiciens, il ne se passe rien. Alors, bon, on a poursuivi notre chemin. Là, je vous parle d'avant BioG, mais c'est un peu ce qui va donner BioG à un moment. On a poursuivi notre chemin,
Et on a publié une tribune en ligne, puis ensuite une tribune dans Le Monde papier. Nous sommes donc en 2018, hein, l'histoire avait commencé en fait en 2017. Et on aligne quelques noms connus, plus les petites mains d'œuvre, hein, Éric Vestos de l'Académie et Marc-André donc du Muséum. On aligne quelques signatures pour dire que la réforme du bac ne doit pas oublier les sciences de la vie et de la terre, avec le succès qu'on sait, c'est un succès nul. Alors, l'idée, donc, c'est de fédérer de façon permanente des structures autour de cet objectif. Et en fait, on perd immédiatement le CNRS, l'INRA et toutes les autres institutions, l'IRD, le CIRAD, le BRGM, qui ont des tutelles et qui ne veulent pas se mettre dans une situation où à un moment, elles vont s'exposer aux tutelles. D'ailleurs, quand Antoine Petit arrive au CNRS, au tout début de l'année 2018, une de ses premières décisions, c'est de retirer le CNRS du consortium qu'avait monté le Muséum en 2018 pour aller voir les ministres et essayer de lutter pour les SVT. Et l'argument est le suivant, le CNRS s'intéresse à toutes les disciplines. Donc en gros, si je résume, ça veut dire une peut crever, mais on s'intéresse à toutes les disciplines. Bon, enfin bref, voilà. Et puis aussi, deuxième argument, le CNRS n'a pas vocation, alors écoutez-le bien, parce qu'il est très intéressant, celui-là, n'a pas vocation à former les gens. Alors, on se demande ce que font les M2 et les thésards, qui sont quand même dans des contrats de formation dans nos labos, mais le CNRS n'a pas vocation à la formation, et la formation, ce n'est pas son domaine de compétence. Bon. Il y a eu, au conseil scientifique de l'INE, auquel j'appartiens, pas mal de voix qui se sont élevées pour dire que c'était scandaleux, mais avec le succès qu'on sait, c'est-à-dire que le CNRS a quitté ce consortium, et en fait, quand on a voulu monter Biogé, eh bien, on a pris des sociétés scientifiques. Le Muséum national d'histoire naturelle a accepté d'en faire partie, il est même moteur, donc c'est la seule institution qui soit restée, et puis des académies. Alors je vais revenir sur la Constitution, mais je voudrais dire un dernier mot sur Biogé. Biogé, c'est un mot qu'on emprunte à Michel Serres, parce que notre programme, c'est pas de dire la biologie et la géologie vont sauver le monde, c'est de dire l'interdisciplinarité va sauver le monde, et elle ne se fera pas sans ces disciplines. Nous empruntons à Michel Serres, qui pour le coup illustre une démarche interdisciplinaire, un mot, Biogé, qui est un peu l'équivalent de Gaïa, mais en moins naïf d'un point de vue évolutif, qui est d'ailleurs le titre d'un de ses ouvrages, paru je crois en 2000, je sais plus, je crois que c'est 2008, mais je ne suis plus tout à fait certain. Donc, en fait, c'est une façon de lui rendre hommage, et aussi, de façon intéressante, de se placer avec un mot créé par un philosophe dans une perspective vraiment interdisciplinaire. Alors, qui sommes-nous ? Bon, il y a 6 académies qui ont accepté de nous rejoindre. Il y a une palanquée, plus d'une quarantaine de sociétés scientifiques. Ça va, vous voyez, alors je nous ai mis là dans cette section, mais pour le reste, ce sont des associations, vous voyez, et des sociétés scientifiques comme la Société française de zoologie, la Société botanique de France, la Société française de microbiologie. On a même des épistémologues de la science, des sciences et de la vie qui nous ont rejoints. Bien. On a des associations liées à l'enseignement, qui évidemment, elles, ont un intérêt, j'allais dire, presque catégoriel à cela, notamment l'association des professeurs de biologie et de géologie. Mais aussi, on a découvert, enfin moi j'ai découvert, parce que je ne les connaissais pas du tout un tas d'associations de profs de biotechnologie ou de biochimie qui sont plutôt dans des réseaux type BTS et Bac Pro. Et en fait, j'avais pas pris conscience de ça, mais j'ai découvert qu'il y avait autant de profs de biochimie, microbiologie dans ces filières-là, qu'il y avait de profs de SVT dans l'éducation générale. Ce qui vient, en fait, dans le circuit général. Ce qui vient du fait qu'il y a en fait très peu d'heures dans le circuit général. C'est ça que ça veut dire. Et puis nous avons également des associations impliquant des entreprises privées comme la Fondation Yves Rocher, bon ça c'est une fondation d'entreprise, Auré, qui est donc une organisation pour le respect de l'environnement et dans l'entreprise, qui compte plus de 180 membres, dont des entreprises dont vous croisez le logo tous les jours, Terrinov, qui est un cluster de géosciences, et le Shift Project, qui est un think tank pour décarboner l'économie. Bon voilà, ça c'est les membres. Nous avons un comité, alors nous avons une liste de parrains qui n'est pas limitative, mais où vous voyez, de façon intéressante, on a une journaliste de l'environnement, un blogueur, Léo Grasset, bon, bien sûr des membres de l'Académie, Mathieu Vidard, donc, qui est plutôt dans le domaine journalistique, bon. Et puis des têtes plus connues de nous, hein, comme Barbara Domenech, Armand de Riclès,
des gens, Philippe Taquet ou Philippe Janvier, qu'on connaît du muséum. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, mais alors je ne sais pas où c'est, mais il y a une association aussi, les journalistes pour l'environnement nous ont rejoints. Bon, il y a donc des associations de journalistes aussi qui sont avec nous. Maintenant, une fois que je vous ai brossé le tableau donc, de cette histoire, qui va d'un mouvement initié par le muséum, qui est plutôt institutionnel et qui échoue, à l'envie de créer une structure permanente, qui, elle, réunit plutôt des sociétés scientifiques, je vais vous montrer nos actions et nos projets, mais avant, je voudrais vous montrer ma tête. Parce qu'en fait, ce projet, il y a 3-4 personnes qui l'ont vraiment vécu. Une de celles-là, pardon. Il y a des gens comme Christophe Cuego, qui est un enseignant qui forme des profs à l'université je crois que c'est Marne-la-Vallée, je suis plus Cergy Pontoise. Cergy Pontoise, pardon. Je ne devrais pas oublier ça parce qu'il a vraiment été une cheville ouvrière majeure, il est notre trésorier maintenant. Et pour nous, c'est à la fois un espoir et un désespoir. Je m'explique. L'espoir, c'est qu'il y a enfin une voix de la biologie qui s'exprime. Je dis la biologie, non, l'histoire naturelle. Parce que je vois Philippe Janvier derrière l'écran, là, je ne voudrais jamais avoir l'air d'oublier les biologues. Parce qu'il y a des liens étroits, et en France, en plus, en matière d'enseignement, ces liens étroits, ils sont anciens et interféconds. Donc c'est vraiment l'histoire naturelle. Donc c'est la première fois qu'on a un espoir d'avoir une voix de nos disciplines. Mais en même temps, si vous me pardonnez cette expression, nous sommes quelques-uns, nous n'avons pas finalement un très gros budget, et nous sommes un petit peu là, si vous me permettez cette expression entre nous, avec notre bite et notre couteau. C'est-à-dire que la tâche est lourde. Parce que l'ambition, vous allez voir, elle est lourde. Alors je repasse sur mes quelques dernières diapositives avant d'entamer une discussion plus ouverte avec vous. Et je vous montre un peu nos actions et nos projets. Alors, le premier type d'action, c'est d'être présent dans le discours sociétal, peut-être un jour sur les réseaux sociaux si on trouve quelqu'un qui peut porter ça, et notamment d'être présent par des tribunes. Alors cet axe tribune est illustré d'une façon mitigée, vous allez le voir, par cette tribune qu'on a récemment fait passer dans l'IB. Alors on a eu une pleine page pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas que l'histoire-géographie et l'éducation civique qui deviennent problématiques en enseignement dans certains établissements, mais qu'il y a aussi le problème de l'enseignement de la sexualité et de l'évolution, la théorie de l'évolution, qui sont parfois vraiment difficiles et qui mettent en péril, parfois en danger vraiment, en tout cas ils reçoivent des menaces, des profs de bio. Malheureusement, quand ça a été publié, on a une caricature qui n'avait rien à voir avec l'article sur Erdogan, qui est paru sur la même page, et il y a eu un début de polémique, mais qui a été vite étouffé, fort heureusement, sur les réseaux sociaux pour dire qu'on était anti-musulman et anti-islamique. Bon, oublions cette caricature, le texte, lui, il mérite d'avoir été publié et de dire que finalement, dans l'éducation civique, il y a aussi les SVT et que, de ce point de vue, c'est pas toujours facile non plus. Nous avons en cours qui sont actuellement en cours de publication, 2 tribunes, l'une qui va, nous avions pensé pour le Figaro, mais qui va finir dans The Conversation, qui explique comment la biologie, en partant d'un cabinet de curiosité qui parlait à tout le monde, est de plus en plus devenue chimique, microscopique d'un côté, mais aussi systémique, écologique et biosphérique d'un autre côté, et donc finalement de moins en moins intuitive pour les gens, et de plus en plus suspecte de liens avec l'industrie, et d'une façon qui a finalement écarté les gens de cette discipline et généré des craintes, des doutes qui sont finalement terribles pour nos concitoyens qui en ont besoin. Alors vous avez la liste des signataires ici et vous avez le type même de la signature Biogé où vous voyez on a des rédacteurs et puis ils signent en fait pour la fédération, donc avec leurs affiliations, mais pour la fédération Biogé qui se présente brièvement entre parenthèses. Une deuxième tribune, et ces 2 tribunes, deux aspects de l'approche de la crise actuelle, proposent de se souvenir que le virus nous attaque comme une collectivité, c'est-à-dire comme un groupe,
C'est pour ça qu'il peut en bousiller quelques-uns, il passe au suivant. D'accord? Et, excusez-moi un instant. Et que nos moyens de lutte, pour le coup, les plus efficaces, ben, c'est des moyens collectifs. C'est des trucs comme l'isolement, le masque ou le vaccin, qui ne sont pas efficaces à 100% au niveau de l'individu, mais qui prennent leur efficacité quand on les voit collectivement, quand on les gère collectivement. Et on termine en disant que si on avait fait un peu plus de SVT au lycée et au collège, peut-être on aurait réalisé, avant que le virus nous foute des baffes, que nous sommes forts collectivement et que beaucoup de choses dans notre société sont construites parfois pesant sur l'individu, mais fleurissant en collectivité. Bon, alors voilà, ce deuxième article. Lui, il n'est pas pour The Conversation, il est, excusez-moi, il y a une coquille là, il est en route pour le journal du dimanche, si tout se passe bien. Parce que c'est un texte plus simple et moins philosophique. Alors, des tribunes, c'est bien, bon, je vous ai fait le catalogue, mais il y en a d'autres qui sont en préparation, notamment pour expliquer comment les SVT bénéficieraient d'un peu plus d'épistémologie, l'histoire des sciences, pour être plus lisible. Et ça, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas que, finalement, on n'est pas prométhéen, on a besoin vraiment d'interdisciplinarité. Maintenant, le deuxième axe, et alors c'est le plus puissant, je pense, c'est d'organiser, à l'image des journées de l'histoire de Blois, qui est un événement annuel qui réunit une dizaine de milliers de personnes, qui mobilise des ministres, qui a eu l'autorisation de se produire d'ailleurs alors même que toutes les réunions publiques étaient annulées. Enfin, vous voyez, c'est un événement vraiment important qui déplace aussi des journalistes à Blois. Nous voudrions des journées annuelles des sciences de l'histoire naturelle et nous sommes en discussion avec plusieurs municipalités. Alors il est un petit peu tôt peut-être pour en parler, mais vous voyez, c'est des villes comme Saint-Denis ou Rouen, mais je ne vous ai rien dit. On est en discussion avec des municipalités pour avoir un projet commun avec ces municipalités pour finalement avoir des journées qui sont à la fois des journées où on raconte des choses sur nos disciplines, mais on a des tables rondes et des discussions avec le public, et des événements répartis dans la ville, comme Salon du Livre, comme projection, comme animation autour de parcs, par exemple, ou de musées qui existent dans cette ville. Et pour montrer l'ancrage citoyen, ou la résonance citoyenne que peuvent avoir nos disciplines. Donc ça, c'est entièrement monté. Le premier rendez-vous serait au printemps 2021. C'est des journées, des rendez-vous des sciences du vivant, des rendez-vous de l'histoire naturelle, à monter en lien avec une ville, comme un événement récurrent, et qui devrait prendre de l'ampleur. La création ne va pas être aisée, mais si on y arrive, on ambitionne d'avoir l'équivalent des journées de l'histoire. Des tribunes... Tu as dit printemps 2021? Oui. C'est-à-dire très bientôt? Ah merde, c'est 2022. Merci Pierre-Henri. Non, bah, si c'était printemps 2021, il aurait fallu qu'on fasse déjà un peu de pub. Non, c'est 2022, excusez-moi. Et puis, le troisième axe, c'est d'être présent. Et dans tout un tas de réunions, de processus décisionnels, et en particulier de fréquenter souvent les murs du ministère de l'Éducation nationale. Bon, moi, je dois dire que dans cette histoire-là, on a déjà monté 3 fois le perron qui est à droite, là, et qui conduit à la salle de réunion où le ministre nous accueille, avec un succès qui pourrait varier si un jour on arrive à une alternance, disons, ministérielle à tout le moins. Bon, voilà, bah, écoutez, c'est à peu près tout. Moi, je vous ai présenté Biogé. J'espère que ça ne vous aura pas trop gavé. Et maintenant, la discussion est ouverte. Est-ce que je pourrais poser une question là, où il y a des gens qui veulent parler avant moi? Moi, je n'ai pas très bien compris comment il y a des réunions, comment ça se passe, avec quelle fréquence les gens se réunissent, les gens se décident, tu vois? Moi, Oui, non, mais tu as raison, hein, je ne l'ai pas abordé, c'est une bonne question, hein, Martine. D'accord. Alors, il y a un bureau qui se réunit tous les 2-3 mois,
C'est-à-dire c'est un petit peu, ça fluctue en fonction de, voilà. C'est un bureau d'une quinzaine de personnes, hein, donc ça permet de représenter pas mal d'associations. Donc ce bureau se réunit fréquemment et émet un compte-rendu qui est renvoyé aux associations membres et aux membres individuels. Bon. Donc en fait, il fait avancer tous les dossiers. Quant aux tribunes, on a un fonctionnement ascendant et descendant. C'est-à-dire que le bureau propose des sujets de tribune, ou d'action d'ailleurs, hein, mais pour l'instant il n'y a pas eu d'action, et fait valider par les associations, par les représentants des associations. Il y a une procédure de vote pour dire oui, on y va pas. Et inversement, on encourage les associations, et ça s'est passé 1 ou 2 fois déjà, à ce qu'elles fassent remonter des actions qu'elles voudraient qu'on porte, et qui deviennent des actions collectives, ou du moins pour lesquelles ces associations reçoivent notre aide. Alors ça, c'est le bureau. Ensuite, il y a une assemblée générale. Alors, il y en a une qui est programmée pour mai. Normalement, toute l'annonce se fait par les sociétés pour ce genre de choses. Et cette assemblée générale pour mai, on compte y inviter quelques journalistes, si elle a lieu en physique, et elle sera précédée d'une demi-journée de conférence. Voilà. Qui seront en visio si ce n'est pas en physique, et qui seront en physique sinon. Donc, il y aura une demi-journée de conférence, et puis on basculera dans l'assemblée générale. Donc, on pense qu'on aura moins de monde à l'assemblée générale, évidemment. Alors, pour cette assemblée générale, je vais tout de suite vous donner les titres, si vous voulez, des conférences. Hein. Et puis, mais c'est quelque chose, l'assemblée générale qui est annuelle, c'est quelque chose qui va, si vous voulez, plutôt rythmer la vie de l'association. Ça ne va pas être très grand public. Ce qui est vraiment grand public et qui va être normalement annuel aussi, ce sont ces journées qu'on organise. Alors, je suis en train de vous préparer un compte-rendu de bureau où on voit, voilà, je vais vous le partager comme ça va être le plus simple, hein, où on voit les conférences qui ont été prévues. Alors, moi, je ferai une annonce, si vous voulez, muséum, puisque donc nous, on présente le muséum. Alors, on va avoir Baptiste Morisot sur le lien de l'homme au monde. Donc là, c'est un philosophe et biologiste. On va avoir une géologue de l'Université de Bourgogne sur les liens entre le vivant et la géologie. Un virologue, Thierry Heinemann, sur virus et évolution. Et puis Valérie Masson-Delmotte sur les liens océan-climat. Et ça fait 3 conférences. Et on n'a pas voulu surcharger le programme. A priori, vous voyez, ces 3 conférences, elles feront la matinée, peut-être une d'elles fera le début de l'après-midi, avant qu'on vire dans les problèmes de la tripaille de l'association en assemblée générale. Ça répond, Martine, à tout? Oui, enfin bon, moi, je n'avais pas très bien compris. Je voyais bien que c'était une émanation du muséum, fort bien, parce que de toute façon, s'il y a quelqu'un qui doit défendre les sciences naturelles, c'est bien le muséum. Mais voilà, je n'avais pas très bien compris comment ça fonctionnait, quoi. C'était pas. Voilà. Mais après, c'est une fédération d'associations, donc c'est un petit peu moins proche qu'une association. Néanmoins, avec Guillaume, on essaie de vous transmettre régulièrement des informations sans saturer les boîtes mail. On peut, par exemple, je pense à quelque chose, c'est l'Académie des sciences, elle s'est lancée à corps perdu pour faire de l'éducation en ce qui concerne le coronavirus. Donc, ils ont fait des cycles de conférences, mais finalement, ces conférences assez techniques, enfin, sur la vaccination, sur l'origine et sur sur la maladie, n'ont pas traité justement de cet aspect important de l'écologie, en fait, en somme, de la maladie. Et je pense que ça serait quand même. Alors là, pour le coup, je pense qu'il y a des milliers de gens qui veulent assister à ces conférences. Alors, c'est vrai qu'on pourrait, nous, essayer de lancer des conférences qui sont plus décalées vers ce que les gens attendent. Le problème, c'est qu'on n'est pas nombreux, tu vois, pour organiser des trucs comme ça. Mais il y a quand même, il y a des compétences énormes au niveau du muséum. Il y a des tas de gens vachement bien pour intervenir. Non, mais c'est sûr.
Le vrai problème, c'est notre capacité organisée, parce que si tu veux, bon, en gros, dans le bureau, on est 5-6 à tourner, et du coup, vous comprenez qu'en filigrane, je suis en train de faire un appel à bonne volonté. Si vous voulez rejoindre le bureau en membre périphérique, on a déjà comme ça 2-3 personnes qui, sans être au bureau, sont toujours là quand le bureau se réunit et donnent un coup de main pour la distribution des mails, par exemple, ou encore, ça peut être pour l'organisation d'un webinar. Donc là, c'est ouvert, hein. C'est ouvert. Ceci est en fait un séminaire de recrutement. Pierre-Henri se marre, mais si tu veux, Pierre-Henri, organiser un webinar. On On va. peut le faire avec plaisir. J'avais levé la main, mais apparemment ça ne marche pas, donc j'en profite pour prendre la parole. J'allais te donner la parole. D'accord. Justement, moi, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit à propos de l'Académie des sciences et sur une partie de ton exposé, André, parce que je pense que ça fait partie de nos difficultés. Tu dis que l'image de la biologie en particulier, la géologie peut-être a été un peu impactée par les pétroliers, mais moins, j'ai l'impression, a été ternie par un certain nombre de liaisons entre la biologie et certaines industries plus ou moins polluantes, agrochimie par exemple. Et je pense qu'on a un vrai problème là. Tu l'as un peu évacué, tu l'as signalé, mais tu l'as pas. J'ai pas vu comment est-ce que tu vouliez traiter ce problème. Si l'Académie des sciences parle de coronavirus sans parler d'écologie, c'est pas du tout un hasard. C'est parce que l'Académie des sciences justement est extrêmement impliquée dans une vision parfaitement industrielle de la biologie. Et nos amis qui font de l'écologie à l'Académie des sciences nous répercutent ce genre de problème régulièrement, donc on sait que c'est le cas. Et je pense que ça, c'est une difficulté qu'on on peut ni la glisser sous le tapis et faire semblant qu'elle n'existe pas. Si jamais on l'ouvre au grand jour, ça veut dire qu'il va y avoir des conflits entre le muséum et l'académie, par exemple. Donc, je voudrais savoir comment est-ce que vous réfléchissez à ce problème-là. Alors, vous savez, tu sais, Pierre, on a pris une stratégie que tu connais peut-être, qui consiste à faire un trou et à mettre la tête dedans. D'accord. Et surtout à ne plus bouger. En fait, on a beaucoup de tensions derrière un tel consortium. Et une des questions, c'est est-ce qu'on va éviter que ces tensions ressortent? Si tu mets le problème des OGM sur la table, tu as dans la liste des associations pour lesquelles ça sauvera le monde, qui sont souvent des associations effectivement plutôt de biotechnologie. Et puis, d'un autre côté, en tension, tu as des associations naturalistes ou des gens comme les journalistes de l'environnement qui, eux, n'ont pas du tout cette approche. Donc, on a plusieurs sujets, tu en as soulevé un, qui sont fracturants. On veut, c'est qu'on puisse décoller et acquérir une masse critique avant que ceci ne nous fracture, de telle sorte qu'à un moment, les gens se disent, bon, effectivement, on est avec des gens qui ne sont pas forcément comme nous, mais c'est un lieu où on réalise des choses dont nous, on peut recueillir une parcelle. Peut-être que Bruno David, quand je lui ai tenu ce discours, m'a dit « Vas-y, cours, mais tu es un idéaliste. » On verra. Au moins, on aura essayé. Je veux dire, actuellement, nous souffrons que nous sommes moins bien représentés que les physiciens ou les matheux. Eux se font entendre bien mieux, se font éreinter bien moins, par exemple, dans les programmes du secondaire, hein, ça c'est un peu le crash test. Et nous avons besoin d'une représentation unifiée d'un champ disciplinaire dans lequel, tu le soulignes bien, Pierre-Henri, il n'y a pas en réalité profondément une seule voie. Je vais vous confier quelque chose, la présence de l'Académie des sciences dans ce consortium est inattendue. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est une association disciplinaire, et c'est vrai que l'Académie des sciences pas trop, voilà. Et enfin, elle n'aime pas non plus s'engager au profit d'une seule discipline parce qu'elle en incarne plusieurs. Et d'autre part, effectivement, il y a là des gens qui sont à l'autre bout du spectre idéologique ou à l'autre bout du spectre de vision de ce qu'est ce que sont les sciences de la vie et de la Terre. Je ne sais pas quoi vous répondre d'autre, hein. Le souhait, c'est d'arriver à se dire qu'on a des intérêts communs et que jusqu'ici, on s'est souvent fait éreinter parce qu'on ne les avait pas défendus ensemble. Il faut essayer. C'est une raison de ne pas dormir quand on est président. Marc-André, moi je pense qu'il y a un grand retour des sciences naturelles, là maintenant, et que justement, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui se met en retrait par rapport à vraiment le sens de l'histoire, je dirais, hein.
Tu as raison, Martine, mais ça n'enlève pas les tensions, les Mais différences le d'appréhension. problème, c'est, imaginons qu'on arrive à obtenir des programmes, une augmentation des programmes, et ben, comment ça va se passer? Est-ce que ça va être exclusivement la promotion de la technique triomphante et du coup de l'industrie qui permet de faire des emplois, etc. Je vous rappelle le leitmotiv habituel, ou est-ce que ça sera plutôt la préservation de la nature qui, elle, au contraire, est vue comme par nos décideurs comme destructrice d'emplois, qu'elle empêche le progrès technique. Et ça, je pense que c'est un énorme problème parce que euh, gagner, c'est très bien, à condition de ne pas gagner en permettant à ceux qui sont le contraire de ce qu'on voudrait d'enfoncer leur. Alors, bon, moi je suis d'accord, hein. Simplement, quand on a des heures, je peux vous garantir que dans les commissions d'enseignement, de programme, on n'entend pas trop l'industrie. Je m'explique. L'un des avantages quand même d'avoir fait du bruit, c'est d'avoir été repéré dans le décor, au moins en tant qu'individu. Et moi, j'ai pu faire partie des commissions de programme du secondaire, donc de seconde, première, terminale, pour l'option en première, en terminale, et puis des classes préparatoires qu'on est en train de finir actuellement. Et je peux vous dire que ça a été un endroit où il a été très, très, très facile d'introduire plus d'écologie. On a en seconde introduit l'agriculture, la nécessaire revisite de l'agriculture au regard des limites de l'agriculture conventionnelle. C'est dans les programmes, ça. Oui, vous y êtes. Il y a des choses comme ça qui sont écrites. Et donc, en fait, dans les commissions de programme, pour l'instant, on vit assez loin de ces influences. Ça ne durera pas si notre temps de parole augmente vraiment. Mais pour l'instant, ce n'est pas le problème. Pour l'instant, dans les commissions de programme, on joue d'une grande liberté. Et je pense qu'on a introduit des idées qui ne plairaient pas forcément à tout le monde, et qui sont des idées profondément naturalistes et surtout profondément nuancées. En particulier, quand on parle de revisiter l'agriculture conventionnelle, on commence par rappeler qu'elle a nourri quantitativement l'humanité. Quantitativement. Mais que, bon, après, la qualité n'est pas forcément, et la durabilité ne sont pas au rendez-vous. Excuse-moi, Pierre-Henri. Je disais juste que j'entendais ce que tu disais et que j'espère que ça marchera. Et s'il faut organiser un webinaire, on pourra le faire, ouais. Alors, on a surtout besoin de main-d'œuvre, quoi, quelqu'un qui entreprenne ça, parce qu'après, il faut aussi avertir de partout. Mais pourquoi pas un webinaire sur ce que l'écologie a à dire sur la crise actuelle, la crise virale. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je vois que, tiens, c'est un petit peu au hasard des affichages, hein, je vois que Karim est connecté. Ça me fait penser que côté géologie, on est quand même, on a la Société française de géologie et d'autres, hein, mais on n'est pas... On aimerait bien avoir plus de géologie, peut-être plus de consortiums d'entreprises issues du milieu de la géologie. Ça, c'est un appel aux géologues qui ont eu la gentillesse de se connecter. Hein, on aurait besoin que notre aile géologique soit plus charnue. Oui, alors, bon, il y a quand même je pense, les sociétés principales dans la liste que tu as mise. Je ne sais pas s'il y a beaucoup plus de sociétés, il y en a certainement. Sur les entreprises, ouais, il faut certainement réfléchir. Enfin, je comprends en fait, on parle pas de géologie et de biologie, on parle de sciences naturelles et de biogé, et du coup, que ce soit des entreprises qui soient dans ce secteur-là. Alors, de l'environnement, certainement, il y a certainement beaucoup de choses. Si tu as des idées, hein, en tout cas, on peut avoir des discussions séparées là-dessus. Moi, j'ai une question. Alors, elle est pas vraiment petite, mais dans les objectifs, alors j'ai bien compris dans un premier objectif qui était de se faire entendre de l'institution, notamment de l'éducation nationale. Mais du coup, à moyen terme, quels sont les objectifs? C'est de s'adresser à qui, en fait? Est-ce que le but de Biogé, c'est
je dirais, c'est de parler effectivement au ministre ou au ministère, ou est-ce que c'est de promouvoir toutes les actions qui parleraient, alors parce que bon, on peut parler bien sûr aux enseignants, ils sont partie intégrante, mais de parler directement aux élèves, enfin aux jeunes, puisque finalement à la fin c'est le lien se coupe avec eux quand on a une diminution du nombre d'heures d'enseignement, mais là ça devient un chantier assez énorme. Et voilà, et comment Biogé par rapport à ça se positionne. Est-ce que c'est ça l'objectif ou pas du tout en fait? Oui. Alors, je vais commencer par une incise. Vous avez vu que depuis tout à l'heure, je suis jamais complètement à l'aise. Je ne veux pas dire science de la vie de la Terre. Je dis des fois histoire naturelle, des fois je dis que biologie. Alors je devrais surtout pas en fait, parce que c'est pas ça que j'ai en tête. Notre problème, c'est de pas utiliser le mot SVT trop pour pas avoir l'air d'être des profs déguisés qui essaient d'avoir des heures. Il est évident que c'est une solution. Mais Biogé a un programme plus large et l'utilisation du mot SVT, qui est en fait un mot issu de l'enseignement, peut renvoyer un peu trop, de façon un peu trop limitative à l'enseignement. D'où histoire naturelle, mais je ne sais pas si ça parle à tout le monde, d'où biologie, géologie. Bon, voilà. Donc, cette incise étant faite, notre but, en fait, il est de parler à tout le monde. Alors, vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi, on ne peut pas parler à tout le monde. Non, mais justement, si d'un côté, avec ces journées, on a une certaine audience nationale, c'est-à-dire un accès aux journalistes, un accès aux citoyens, on a une... en disant, ben voilà, nous sommes la voix de la biologie et de la géologie, et nous voudrions vous parler de ça. Nous avons le sentiment que, ok, et ça peut nous ouvrir des portes. D'où l'idée qu'on a à la fois des trucs qui vont vers le public, c'est les tribunes, cette journée et tout ce qu'on pourra inventer, mais le problème c'est qu'on n'est pas assez nombreux pour en inventer d'autres, mais les webinaires demain s'il le faut. Et en parallèle, une action qui, s'appuyant là-dessus, sur cette légitimité, va voir des décideurs. Mais aller dans les lycées et tout, là, il y a déjà des structures pour ça. Il y a la main dans les écoles. Parce que je ne voudrais pas qu'on parle que du secondaire. On a aussi un groupe là qui est en train de réfléchir sur le problème du primaire, où il n'y a vraiment pas de compétences chez les profs pour enseigner ça. Ils sont en échec devant l'enseignement du vivant et l'enseignement de l'environnement. Donc on est en train aussi de réfléchir là-dessus. Mais bon, voilà, le fait est que nous, on ne va pas avoir la force d'aller dans les lycées et il y a déjà des gens qui font ça très bien. Ce qu'on voudrait plutôt, c'est que cette structure-là soit avec nous. Donc les petits débrouillards nous ont rejoints, la main à la pâte va sans doute nous rejoindre. Bon, voilà, on ne veut pas, étant trop peu nombreux, réinventer la roue et se démultiplier. Mais on pense évidemment fortement à l'enseignement. Mais on ne veut pas avoir l'air de ne penser qu'à ça. Je voudrais juste vous dire un truc. Il y a Vincent Giret, le directeur de l'antenne de France Info, qui a écrit une tribune qui est pour une réunion qui s'appelle Médias en scène et qui est parue dans Les Échos, qui s'appelle Refonder le journalisme, et où il dit simplement qu'aujourd'hui, les journalistes sont plus capables de lire le monde actuel. C'est le directeur de l'antenne de France Info. Ne sont plus capables de lire le monde actuel parce qu'ils sont trop mauvais en sciences. Et ce qu'il appelle la refondation du journalisme, c'est juste qu'ils aient plus de biologie, il le dit, et de disciplines scientifiques en général à l'école de journalisme. C'est assez intéressant. Donc, vous voyez, je pense que notre cible doit être conçue comme plus large et qu'il ne faut pas qu'on ait l'air de ne penser qu'à l'éducation initiale. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres? Ouais, Nathalie Becker, du coup. Oui, donc bonjour. Donc là, merci beaucoup Marc-André et tous les autres participants à cette initiative. Donc moi, je pose ma petite question en tant que représentante du muséum à La Réunion. Est-ce que vous avez pensé justement aux territoires et départements d'outre-mer? Est-ce que vous avez contacté des personnes là-bas ou des associations là-bas? Parce que en tant qu'enseignant, j'en connais pas mal liés à des territoires où la crise de la biodiversité est des plus présentes. Est-ce que vous avez des partenaires ou est-ce que
on organise de la pub. Est-ce que ça vous paraît judicieux ou est-ce que vous préférez ne pas trop vous disperser? Enfin voilà, j'ai une question ouverte. Alors, tout est judicieux. Alors, et tu vois, là, la réponse est pour l'instant non, mais demain peut-être. Ta question, en fait, elle va dans une direction plus générale qui est, il y a des kyrielles de sociétés scientifiques régionales, locales, dont certaines font un très bon boulot. Regardez la fédération de sociétés, par exemple, qui est autour de Bourgogne Nature. Bourgogne Nature, je ne sais pas si vous avez feuilleté leur journal ou si vous voyez leurs activités, mais c'est du tonnerre, enfin, c'est énorme ce qu'ils font. Bon, mais on n'a pas eu le temps, faute de main, on n'a pas eu le temps de faire ce démarchage du local. Je vous le dis, aujourd'hui, cet embryon, c'est un embryon qui, comme tous les embryons, ça peut très mal se passer avant le 9e mois. Hein. Et donc, en particulier, et là, je te prends un témoin, là, tu es sorti du bois, bah, tant pis, voilà, c'est sur toi que ça tombe. Vas-y, moi je te donne les lettres d'invitation, les petits PDF de présentation qu'on met dans les 20 et il faut aller les chercher, il faut les inviter, les relancer. Vas-y, tu vois, parce que c'est une dimension qu'on n'a, nous, pas eu le temps d'explorer. On n'a fait que national. Mais c'est pertinent. Donc, non, mais on en reparle quand tu veux. Si je savais qu'en posant la question, je mettais un petit pied dans la porte, mais ok, on en reparle. Trop tard, la porte s'est refermée, tu es dedans maintenant. Bon, donc je t'envoie ça tout de suite après. Non, mais on en reparle quand tu veux. Ouais, ok, merci. Quitte à bouffer un sandwich sur un banc du muséum en causant de ça, un de ces 4 midi. Oui, on va falloir que je prenne l'avion pour ça, mais pourquoi pas. Oui, bon, pardon, ok. Donc, on Skype, on fait ça séparément quand tu veux, ok? Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions? Moi, j'aimerais avoir votre retour. Hein. Est-ce que ça vous paraît, comme à Bruno David, un doux idéalisme? Ou est-ce qu'on a une chance? Et en particulier, est-ce que quelqu'un d'entre vous n'aurait pas envie de se saisir de ce dossier, de se dire « Tiens, je vais démarcher quelques fondations pour voir si elles n'ont pas envie de cracher au bassinet ». Parce que ça aussi, c'est un truc qu'on n'a pas fait. Et je suis sûr qu'avec un joli projet idéaliste comme ça, dans la période actuelle, on peut trouver de l'argent. Mais moi, mes nuits, elles sont déjà réduites à 5 heures. Hein. Je ne peux pas aller au-delà de ça. La Fondation Nicolas Hulot, il y est déjà? Ben, pas vraiment. Ah, bah écoute, ça, je peux essayer de travailler là. Je pense que peut-être ce qu'on peut faire, c'est co-organiser des réunions avec eux, en tout cas avec Finance, ouais. Oui. Oui, oui, alors, oui, c'est une chose, effectivement, oui. Alors, juste un petit truc pour vous dire, par rapport à ça, on a quand même un allié, c'est Ouais, ça, c'est l'intérêt du travail à la maison, c'est que les enfants peuvent prendre part au combat. Oui, donc, on a l'aide d'Actes Sud qui est prêt à nous appuyer. Actes Sud nous offrait même d'organiser nos journées à Arles, mais on a pensé qu'au-delà d'une première année où tout le monde serait très content d'aller à Arles, le parisianisme et le dessin du réseau ferré étant ce qu'il est, il valait mieux ne pas être trop loin de Paris. Donc, mais néanmoins, Actes Sud est à nos côtés. Ce qui veut dire éventuellement des diffusions d'actes ou éventuellement un petit peu d'aide pour l'organisation des journées nationales. Et alors, vous voyez, il y a un truc, moi, qui m'a été pénible à gérer, je vais être très sincère avec vous, mais c'est une autre vraie tension administrative, celle-là, c'est le côté prise de décision au bureau. C'est-à-dire que en fait, à la dernière Assemblée Générale, il a été décidé que quand le bureau avait une tribune à faire, on ne lui faisait pas confiance, en fait. Et il y avait un processus de vote parmi tous les membres. C'est-à-dire que le texte repassait chez les membres. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on est 15 membres du bureau. Vous imaginez la gestion des corrections sur une tribune. Ensuite, ça repasse dans les sociétés qui disent oui ou non, mais qui renvoient plein de commentaires quand même. Et ensuite, on commence le travail de trouver un journal et de gérer les commentaires du journaliste qui nous édite. Le bilan, c'est simple. C'est qu'une tribune égale 15 jours de travail.
Et quelque part, ce problème de délégation, il va rapidement, en fait, il tourne en non-dit autour de crainte, autour de cette tension qu'on évoquait avec Pierre-Henri, entre des pôles un peu différents. Et ça, j'espère qu'on ne mourra pas de ça avant d'avoir vécu. C'est la capacité à déléguer de nos sociétés et qui n'est pas également... Il y en a qui ferment les yeux, qui disent « Ok, on a un bureau, on ferme les yeux ». Puis d'autres qui veulent absolument donner un avis. Et ça fait que ça augmente beaucoup le temps de manipulation d'un truc tout bête comme écrire une tribune, parce que, et franchement, entre nous, hein, quand moi j'écris une tribune tout seul, c'est 2 heures de travail et une demi-heure de lecture le lendemain. Bon. Mais ça augmente considérablement le temps de travail et ça mange sur toutes les bonnes idées qui ont été signalées, à aller chercher les sociétés locales, à aller chercher de l'argent dans les fondations. En tout cas, j'ai bien entendu que Pierre-Henri, on va reparler de webinaire et de la fondation Nicolas Hulot, d'une part. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres retours ou d'autres. Je vous demandais vos avis. Gaël Clément? Gaël? Gaël? Oui, bonjour. Petite remarque au niveau de recherche de financement. Donc vous avez une série quand même d'institutions, et donc le muséum bien évidemment. Il y a un service du mécénat au muséum. Il faut aussi, bon, je suppose que ça a déjà été fait, mais ils peuvent être d'une puissance quand même assez forte sur une action comme ça, qui n'est pas de l'idéalisme, mais qui est absolument indispensable. Donc si le rapprochement n'a pas été fait suffisamment, je pense que c'est important de le faire. Oui, alors ça, oui, je le note tout de suite. Parce qu'effectivement, ça n'a pas été fait. Mais est-ce que vraiment ils vont vouloir bosser pour ça? Oui. Alors, je ne peux pas répondre oui à leur place, mais disons que ce besoin effectivement de communication, en particulier à destination du jeune public, est parfaitement d'après ce que j'ai compris, les demandes de certains financeurs. Ah, bon, ok. Bah écoute, donc je note que je dois recontacter Pierre-Henri, Nathalie, qui ne veut pas manger de sandwich avec moi, mais c'est pas grave, je le prends pas mal, et le service, effectivement, mécénat, que je connais bien par ailleurs. Hein. Oui, il faut contacter Sylvia Paulin directement, pour le muséum, hein, bien sûr. C'est noté. Et j'ai une petite interrogation aussi, un peu pour rebondir sur l'intervention de Karim tout à l'heure. J'ai un petit peu de mal, effectivement, également, par rapport à Biogé, de comprendre la politique générale. Il y a des actions donc à destination du grand public, en sachant quand même que les webinars, des journées dédiées sciences naturelles, sont quand même à destination d'un public qui est sensibilisé déjà aux questions de sciences naturelles, à la science en général. Après, il y a un relais des journalistes qui peut atteindre effectivement, entre guillemets, le kidam. Mais comment faire pour atteindre le public qui est peu sensibilisé à l'importance des sciences naturelles? C'est le premier point. À quel point vous équilibrez vos actions par rapport à des actions de lobbying, en particulier à destination de nos ministères, et particulièrement celui de l'éducation, parce que le lobbying dans ce cadre-là, c'est pas un gros mot, je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est tout à fait ça, oui. Voilà. Et puis le dernier point, est-ce qu'il y a un intérêt pour nous, scientifiques, non pas de suppléer les manquements de l'éducation nationale, mais de réfléchir à des actions de communication à destination des enseignants, en particulier du secondaire et du primaire, à destination des enfants eux-mêmes, via donc la compréhension et la bonne connaissance des programmes scolaires, pour faire des capsules, faire des interventions sur des sujets très appliqués, très scientifiques, sur lesquels les enfants eux-mêmes pourraient s'informer, et les enseignants, via peut-être EduTech, prendre donc des supports pédagogiques issus donc de la communauté scientifique. Mais pour ça, il faut que ce soit parfaitement adapté d'un point de vue pédagogique et bien évidemment aux thématiques des programmes scolaires des différents niveaux. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que le fait de suppléer finalement va à l'encontre du lobbying qui veut être mis en place pour obtenir plus d'heures?
Voilà, c'est un peu ma question. Ça fait beaucoup de questions. Ouais. Miguel, je suis preneur d'une discussion séparée parce qu'il y a plusieurs aspects importants. Alors, une chose, c'est que de toute façon, on n'a pas la force, nous, de produire des documents ou du présentiel pour plein de classes. Ça, on ne peut pas. Par contre, dans la réflexion qu'on a actuellement sur le primaire, une des pistes, c'est de s'associer à plusieurs autres institutions pour produire des fiches un peu clés en main pour les profs du primaire. Bon, donc tu vois, des trucs comme ça qui vont, on peut aider, on peut assister, mais il faudra s'entourer de gens parce qu'on n'est pas assez nombreux pour faire ça. C'est là que notre action de lobbying peut être très très en amont, mais elle ne peut pas être en présentiel dans les établissements, pas toujours. Hein. Alors, comment, donc ça c'est la première chose par rapport à cet aspect, mais maintenant plus généralement, comment aller vers tous les gens? Ben ça, il y a toujours un plafond de verre, hein, je pense que vous le savez tous ceux d'entre vous qui ont fait de la vulgarisation, et j'en vois quelques-uns, il y a toujours un plafond de verre. Moi, je me dis qu'à un moment, il faudra peut-être se rapprocher aussi de gens qui sont plus jeunes que nous, comme des blogueurs, comme des gens qui travaillent sur les réseaux sociaux, pour être aussi présents comme ça. Mais moi, je n'ai pas encore trouvé le oiseau rare, celui qui veut consacrer une demi-journée par semaine à faire vivre Biogé sur Twitter, Instagram et... Je sais pas, moi. En fait, je ne sais pas. Et donc, je n'ai pas trouvé les gens. Mais s'il se trouve, effectivement, ça peut être une façon d'aller vers d'autres publics. Maintenant, c'est vraiment des questions d'hommes, quoi, parce que dans cette équipe, vous rajoutez un homme, vous rajoutez une ligne d'action. Ça peut être une femme. Et d'ailleurs, entre nous, ça nous ferait du bien, parce que notre sexe ratio n'est pas encore tout à fait équilibré de ce point de vue-là, ni au bureau, ni, et c'est encore un ensemble différent, dans l'ensemble des gens qui accrétés autour du bureau sont actifs. Voilà. Mais donc, j'ai bien noté le mécénat, mais tu vois, pour aller vers le grand public, pour l'instant, j'ai pas de bonne solution qu'un public un tout petit peu préparé, ça c'est sûr. Tu as de meilleures idées, toi, Gaël? Non, bien évidemment, il y a pas, ce serait trop simple d'avoir toutes les idées comme ça. Moi, ce que j'avais vu potentiellement, donc c'est une petite action hein, au niveau essentiellement de l'établissement muséum peut-être, mais on peut rattacher beaucoup de personnes extérieurement par rapport à ça. Ce serait, puisque c'est Biogé, donc c'est de montrer l'importance des interactions biodiversité-géodiversité. Alors, encore une fois, pour nous scientifiques, c'est une évidence, mais de montrer que le socle géologique, pédologique est à la source donc de la faune et de la flore, etc. Toutes les interactions dans des informations qui sont très très simples à destination vraiment du très grand public. Voilà, quel sol pour quel type de champignons, donc pour ces naturalistes qui vont à la cueillette, voilà, je sais à qui je m'adresse en disant ça, mais pareil, toutes les plantes de remédiation, enfin il y a énormément de choses qui peuvent intéresser autant les paysagistes que les botanistes, que les cueilleurs de champignons, que les architectes, etc. Et donc au niveau interaction biodiversité, géodiversité, en prenant des petits cas comme ça qui toucheraient tous les publics, et si possible justement de trouver des exemples assez flagrants et qui encore une fois rentrent dans des thématiques des programmes scolaires. Et on fait des capsules, parce que les jeunes d'aujourd'hui, hein, c'est quand même génération zapping, donc il faut des supports qui soient relativement courts, très visuels, et tu parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, ça peut être un des moyens. Moi, je suis d'accord avec toi sur la pertinence de ça. Mais je vais te répondre, et te répondre sans botter en touche, tu vas voir, que Biogé n'est pas un effecteur. Biogé n'a pas la force d'être un effecteur. Ça peut être un promoteur, mais ça ne peut pas être un effecteur. En revanche, ce que tu décris, c'est des choses qu'on pourrait faire encore plus au muséum. On le fait un peu, mais on peut le faire encore plus. Bon, moi, j'ai participé à tout un tas de capsules vidéo pour des enseignants, pour appuyer les programmes autour de la symbiose et des interactions biologiques. On est en train de développer une série de vidéos utilisant, puisqu'elles sont fermées, pour aller montrer aux gens les serres du muséum pour pointer du doigt des leçons d'écologie ou de biologie. Donc, tu vois, typiquement, c'est un truc, c'est vraiment pertinent, mais c'est plutôt au muséum de le faire ou un acteur comme ça. Nous, j'ai peur qu'on n'ait pas la force de le faire. En revanche, si le muséum mais je ne crois pas qu'il en ait besoin, mais le besoin, on peut nous trouver des interlocuteurs dans différentes associations qui peuvent venir aider sur tel ou tel sujet. On peut servir d'agence de recrutement, ça c'est faisable.
Mais tu vois, on n'a pas encore la force d'être un effecteur. Ok, d'accord. Si Mais je pose cette question, c'est parce que je sais que tu es très impliqué et que justement ton expérience par rapport au retour, par rapport à ces actions que tu mènes là, si on les multipliait donc avec différents intervenants, si on les ciblait encore oui, mieux, alors effectivement, je comprends bien hein, que Biogé n'a pas à être effecteur. C'est la question que je posais tout à l'heure par rapport à suppléer finalement les manquements de l'éducation nationale, mais ou en apportant des supports pédagogiques complémentaires. ouais. Ce sont des petites actions. Est-ce que je pense qu'on a les moyens de les mettre en place au muséum, voilà, en agrégeant aussi d'autres compétences, mais c'est un Oui, des oui. éléments. Effectivement, on va pas trop discuter là-dessus, mais est-ce que ça peut être un élément, mais est-ce que si on multiplie ce type d'action, ça peut avoir quand même un Oui. volet donc de diffusion et de communication via les journalistes aussi, hein, auprès du grand public et de sensibilisation, parce que Je c'est le pense grand que là, on public hein, aura qui peut-être nous. besoin, des fois, nous, muséum, de discuter avec des blogueurs. Des blogueurs ou des Oui, gens oui. comme Léo Grasset, d'Orthibiologie, vous voyez, qui sont un petit peu, qui vont vers des publics qu'à mon avis, on n'atteint pas forcément. Enfin, il faut qu'on réfléchisse peut-être à s'adjoindre des capacités externes de com qui ne sont pas les nôtres. Ce qui ne revient pas à dire qu'on n'a pas une bonne com, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais simplement, bon, il y a aussi des trucs avec les réseaux sociaux qui nous échappent. Et Hmm. puis, si je peux me permettre, Gaël, euh, moi je sais très bien le nombre de personnes qu'il y a dans le dispositif et je les vois qui sont quand même pas mal occupées au muséum. Et ça fait que moi, il y a une partie de mes initiatives que je développe pas au muséum, hein, parce que je sais très bien que déjà, avec tout ce que je leur ai proposé sur la table, ça passe pas. Du coup, je suis obligé d'utiliser Vers de Terre Production, où il y a aussi des gens qui parlent, qui sont pas forcément des gens bon, terribles, mais au moins, il vaut mieux être présent à leur côté pour rectifier les conneries que de les laisser parler tout seuls sur ces médias-là. Enfin, souvent, on a aussi, même au muséum, l'impression d'une limitation des effectifs par rapport à ces impératifs. On a une question de Fabienne Cartiot. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main. Oui. Oui, c'était moi. Bonjour, merci. Donc c'est Fabienne Cartiot. Oui, c'était alors. Est-ce que c'est une ligne jaune sur les enjeux de lobbying par rapport au programme d'enseignement dans le secondaire, éventuellement de contacter les syndicats d'enseignants, parce qu'il y a j'ai vu que vous étiez en lien avec des associations de profs, mais est-ce que c'est une ligne jaune que vous souhaitez pas franchir? Parce que là, pour le coup, il y aurait du relais. Hein. Mais en fait, il existe de fait ce relais parce que les associations les plus chaleureuses par rapport à Biogé, ce sont les associations d'enseignants. Et donc, effectivement, on utilisera leur relais. Et en fait, je vais vous dire, actuellement, les deux chevilles vraiment actives qui ont été recrutées à côté du bureau pour aider à envoyer des mails ou faire du démarchage de nouvelles sociétés, c'est deux enseignants de biologie qui nous viennent de la PBG. Donc, il y a un problème d'image. On ne veut pas être on veut être aussi produit du monde enseignant. Mais ensuite, il n'y a pas de hiatus. Et en réalité, les sociétés qui sont les plus derrière nous, ce sont les sociétés d'enseignants. Enfin, je vois, moi, dans les temps de réaction, quoi. Quand on envoie une tribune en disant pour ou contre, les sociétés d'enseignants, elles ont voté le soir même. Ouais. Ça prend 2 heures, quoi. C'est incroyable. Donc, il y a une vraie demande. Et puis, il y a une vraie entente humaine qui est forte et ancienne, en fait, parce que c'est des gens qui ont été à nos côtés dès la première période. Alors que les sociétés scientifiques et certaines académies qui nous ont rejoints, c'est plutôt dans la deuxième période, quand on a organisé Biogé, qu'elles sont là. Avec les autres, on a une vieille tradition de compagnonnage. Très bien. Au muséum, hein, je parle aussi pour Guillaume Lecointre, là, qui connaît bien la PVG, l'association des formateurs de profs de SVT. Ok, très bien. On n'a pas honte d'être lié à des enseignants, mais il faut repérer une chose, c'est que dans le monde qui nous entoure, la profession d'enseignant, elle n'est plus une étiquette rayonnante, autant qu'elle devrait l'être et qu'elle l'a été. Et donc, on va essayer d'être réaliste avec ça, même si je pense que c'est profondément injuste. C'est quand même bien mieux d'être premier de cordée, non?
Enfin, pour rebondir sur la remarque sur Dirty Biology, c'est ça, hein, c'est très très suivi. Moi, j'ai un ado à la maison, c'est une de ses références. Hein. Donc, c'est vrai que ça peut être un canal intéressant. En voilà un qui a été sauvé des champignons. Hein. Il devait faire un stage chez moi sur les mycorhizes. Et puis finalement, il a préféré un autre stage où il faisait de la communication. Parce que je l'ai eu comme étudiant à Montpellier, où il faisait de la communication. D'accord. Il aurait pu faire de la recherche obscure sur la truffe ou sur la girole, un truc qui ne sert à rien, disons-le. Et voilà, il a réussi sa vie en échappant à mon labo. Il faut s'en souvenir de ça. Hein. Des fois, on fait plus pour les gens en les prenant pas en stage qu'en les prenant en stage. Bon, bref, ceci étant dit, Léo Grasset, c'est du beau travail, parce que c'est de la belle biologie derrière. Hein. Bon, je vais vous dire, dans les prospectives de l'INE, là, on essaie de le recruter. Pour les journées de prospectives de l'INE, on essaie de le recruter pour la section vulgarisation. Puisque, bah voilà, côté CNRS aussi, on a l'impression qu'il y a tout un pan de la société qui peut même pas nous entendre. Il y a quelqu'un qui... C'est Agnès qui lève la main? Oui, c'est moi qui lève la main. Je voulais faire remarquer, donc je vois qu'il y a énormément de sociétés savantes et de professeurs. Il y a des ressources extraordinaires justement parmi les étudiants et les ex-étudiants, mais c'est pas du tout valorisé lors des recrutements. Donc ça, c'est quelque chose qui peut totalement être fait justement par... c'est de pousser pour que ce genre de choses soit reconnu aussi. Et ça permettra de plus valoriser... De quoi par exemple, un étudiant qui est blogueur et qui fait de la vulgarisation et des contenus pour l'enseignement, que ce soit vraiment valorisé lors des recrutements derrière, justement pour encourager les étudiants. Parce que parmi nos étudiants, il y a des étudiants qui font du contenu de qualité exceptionnelle, sans aucune reconnaissance, et qui souvent ne le mettent même pas sur leur CV parce que ça les dessert plus qu'autre chose en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui, quand on a un grand réseau de professeurs et de gens qui sont bien placés dans les commissions et autres, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait mettre en valeur et pousser. Voilà, c'est tout ce que... Non, mais c'est vrai, mais ça revient au problème précédent, c'est qu'on est quelqu'un ou une ou deux personnes dans l'association qui s'emparent de la mise en forme de ça. Mais tu vois, on revient à ça, Agnès, c'est très judicieux. Puis on connaît aussi des associations comme Timarca qui sont des associations transgénérationnelles. Hein, c'est des associations d'étudiants naturalistes, mais qui persistent. On reste dans l'association quand on vieillit. Donc, qui forment aussi des réseaux intéressants. Mais tu vois, même ça, on n'a pas démarché. On n'a pas eu le temps. Si tu veux pousser plus loin cette réflexion et t'emparer de quelques invitations ou de quelques actions là-dessus, si tu avais le temps, parce que je sais que tu es quand même... Enfin, tu es comme nous tous, tu es pas mal occupé, mais... on en parle quand tu veux, Agnès. Mais on peut en discuter, mais c'est pas moi qui suis le mieux placé pour faire passer ce genre d'informations dans les hautes sphères, une nouvelle fois. Mieux vaut quelqu'un de mal placé qui travaille que quelqu'un de bien placé qui ne travaille pas. Rappelez-vous les premiers de cordée. Hein. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si vous avez envie d'aller manger un morceau. Ce ne sera pas un sandwich ensemble au soleil dans le jardin pour deux raisons. L'absence de soleil et l'absence de contact. En tout cas, s'il y a d'autres moments où vous avez envie de faire quelque chose ou de discuter, ma porte est, mon mail, vous savez comment le trouver, ma porte est toujours ouverte.